Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Nous allons évidemment parler du retour de Simone Veil, du retour de Victor Hugo, du retour de Nelson Mandela. Je veux parler de Rima Hassan. Le retour de Rima Hassan qui a été comparé à ces trois personnes. Retour de Victor Hugo, le retour comparé à Simone Veil. Par certains hier lors d'une manifestation à Paris. On va en parler. S'il n'en reste qu'un, j'affronte encore Syl. Voilà. Gérald Darmanin qui veut diviser par deux la durée de l'assurance chômage. Et puis on parlera évidemment de ce qui s'est passé cette nuit, Israël qui a bombardé certains sites en Iran. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Romain, je vous laisse commencer avec ce coup de cœur. Bonjour. Je n'ai pas présenté les gens, je ne vous ai pas présenté. Régis Castelnau est avec nous. Pardon, j'étais pressé d'entendre le coup de cœur de Romain. Régis Castelnau, vous êtes avocat. On vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Romain Marcilly, directeur général de Nouvelle Énergie, c'est le parti de David Lisnard. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, et Joseph Taillefer. Bonjour, vous êtes auteur, conférencier et secrétaire général de Plast Alliance. Et rappelez-nous votre livre Plastic Bashing, l'Intox, aux éditions du Cherche Midi. Et je ne doute pas que votre coup de gueule sera en lien avec le plastique. On commence avec vous, Romain, donc un coup de cœur. Oui, enfin, un coup de cœur et un hommage pour un génie qui nous a quittés. Les hommages sont unanimes. Alors, le mot génie est souvent galvaudé. Mais là, je crois qu'on a un génie de la musique qui nous a quittés avec Brian Wilson. Génie de l'harmonie, génie du son. Oui. C'était... les Beach Boys. Le fondateur des Beach Boys, mais ça va encore plus loin parce que parfois... Les Beach Boys, on résume les Beach Boys à quelques tubes de jeunesse qui sont très bien, qui montraient une grande créativité, mais ça va. Brian Wilson, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui, justement, très jeune, assez tourmenté, a voulu arrêter de créer tous ces tubes et a voulu chercher, on va dire, la perfection dans le son, un peu comme dans le chef-d'œuvre absolu de Balzac. Ce sont des personnes un peu jusqu'au boutiste dans leur version de l'art. Et avec une très saine rivalité amicale avec les Beatles, cela a permis d'avoir un des plus beaux albums de tous les temps qui s'appelle Pet Sounds. Ouais. Et ça a permis également d'avoir les plus beaux albums qui n'a pas existé, qui s'appelle Smile. Brian Wilson n'est pas allé au bout de son projet, il a détruit beaucoup d'enregistrements, mais finalement, on a pu l'écouter, il a pu le recréer 30 ans plus tard, après être sorti de la dépression. Donc c'est une personnalité attachante, fragile, un vrai génie de la musique, et puis qui a inspiré surtout énormément de générations de personnes qui ont voulu à leur tour créer de la musique. Et donc c'était un hommage, il y a eu une couverture internationale très forte, un très beau dossier de Libération hier, faut le dire. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus et comprendre ce génie, je conseille vraiment un documentaire qui ressort sur Arte de Christophe Comte qui s'appelle Brian Wilson, le génie empêché. Ouais. Et ainsi que le biopic de Brian Wilson, Love and Mercy, qui avait été également une belle réussite avec John Cusack, notamment, qui est Paul Dano. Voilà. Mais c'est vrai que tous les hommages ont été unanimes et beaucoup plus profonds qu'effectivement l'image des surfeurs. C'est plus compliqué que ça, les Beach Boys. Ils ont été, comme ça a été dit, ils ont été traversés par beaucoup de crises, la drogue, etc. Mais enfin bon, ils étaient en plus ils ont explosé au moment du Summer of Love en 67, donc autant vous dire que tout le monde était quand même sur des bases assez élevées en consommation de choses qu'il ne faut pas utiliser. Et puis ils se sont en plus heurtés avec la jeunesse, le succès. Ça a été extrêmement difficile. Ils se sont affrontés les uns les autres. Ils n'étaient pas d'accord sur le style. Brian Wilson voulait faire de la musique, les autres. Oui, du commercial. Voulait faire des tournées, des commerciales. Ouais, c'est ça. Et donc, Wilson, les femmes étaient, je crois qu'il y avait des désaccords entre les femmes. Ça a été très très dur entre les femmes des uns et des autres. Ça a été les vies ont été compliquées. Mais Brian Wilson, c'est vraiment pour moi l'illustration de la grâce. C'est quand même quelqu'un qui a été touché par la grâce. Et quand un homme touché par la grâce disparaît, l'humanité elle est en deuil. Si vous avez envie de regarder Brian Wilson, en plus qui est un personnage dans une série. Il faut regarder Aquarius, si vous avez cette série policière qui était extraordinaire. Qui n'a pas été renouvelée malheureusement, mais qui était vraiment top. God Only Knows. Ça c'est exceptionnel. Des reprises, je ne sais pas si vous avez vu Sting qui a fait une reprise en hommage qui était absolument magnifique. Ça vous parle, Régis, de Castelnau, les Beach Boys ?
là, ma pauvre. Oh là là, hein, on me renvoie à ma jeunesse, parce que moi, par rapport aux autres personnes qui sont sur le plateau, j'ai eu le privilège de connaître cette musique au moment de mes 20 ans. Hein. Donc, God Only Knows, excusez-moi Valérie, je vais utiliser une bien vilaine expression, c'était vraiment une merveille de slow braguette, quoi. Hein, donc... slow braguette. Alors, simplement, le petit témoignage que je veux apporter, c'est que les réserves qui s'expriment aujourd'hui, on dit c'était un génie de la musique, et c'est entièrement mon avis. C'est que à l'époque, ils étaient un peu méprisés, les Beach Boys. Ils étaient un peu méprisés. Il y avait la domination des Beatles et celle des Stones, qui avaient fait aussi un album en même temps que Pet Sound, qui s'appelait Their Satanic Majesty Request, je crois, qui était psychédélique aussi. C'était l'époque, le début des Pink Floyd, avec un autre génie et qui avait les mêmes caractéristiques que Brian Wilson. Brian Wilson était plus que tourmenté. Hein. Il a fait des séjours en hôpital psychiatrique. C'était un génie créateur qui a traversé des moments très très difficiles. En tout cas, bon. Je veux dire, moi, ça me renvoie à ma jeunesse, et c'est un vrai plaisir de voir qu'aujourd'hui, on lui rend cet hommage qu'il mérite largement. Joseph, vous étiez trop jeune. Oui, ça me renvoie aussi à ma jeunesse, parce qu'effectivement, je n'ai pas vraiment c'est pas ma génération. C'est pas votre génération ni votre culture. Ouais, en tout cas, hommage mérité. Et Mozart, c'est pas ma génération, j'aime bien quand même. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, l'attaque d'Israël sur l'Iran et le retour triomphal de Rima Hassan hier après sa captivité, après sa séquestration, après que dire, c'est un drame absolu. Allez, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec Régis de Castelnau, vous êtes avocat, on peut vous retrouver sur votre blog Vue du droit, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Romain Marcilly, vous êtes directeur général de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, et Joseph Taillefer, vous êtes auteur, conférencier, secrétaire général de Plastalliance, et on rappelle de votre livre Plastic Bashing, L'Intox, qui raconte un petit peu la façon dont on veut se débarrasser du plastique, parfois pour de mauvaises raisons, et c'est tout à fait passionnant. Israël-Iran vers une guerre durable, Rima Hassan, le retour à Paris, oui, et avec des manifestations hier. Gérald Darmanin qui veut diviser par deux la durée de l'assurance chômage et les 6 mois de François Bayrou à Matignon. Un article ce matin, je crois que c'est dans le Parisien, sur le fait que François Bayrou hier s'est exprimé lundi soir aux 20h de TF1 sans avoir prévenu le président de la République. Ça montre les relations cordiales qui existent entre les deux. C'est très curieux parce que comme on sait que la composition des cabinets, je suis très étonné que le cabinet où souvent il y a une des inventions de Emmanuel Macron, il y avait des fonctionnaires qui étaient à la fois à l'Élysée et à la fois à Matignon, donc je suis surpris. Alors, vous savez que dimanche, c'est la fête des pères. Romain, vous êtes un nouveau papa, donc peut-être que vous aurez un cadeau. Merci, j'espère. En tout cas, Sud Radio et Le Vent à la Française vous offrent un bracelet de la collection Lettres pour jouer et tenter de gagner ce bracelet 0826 300 300, et on vous donnera le nom du gagnant d'ici la fin de l'émission. Continuons notre tour de table avec vous. Régis, c'est un coup de gueule ? Oui. Un coup de gueule. Alors, vous avez cité mon livre, Une justice politique. Ouais. C'est que je constate que j'avais raison, hein, bien évidemment. Hein. Par conséquent, il faut le lire, mais sur le comportement, la désinvolture avec laquelle
les magistrats traitent ces questions d'insécurité, ces questions entre guillemets de faits divers. Moi, je suis pas de ceux qui considèrent que fait divers est un mot péjoratif. Ça raconte une société, les faits divers. Et donc, il y a eu une histoire à Nîmes qui a été filmée. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est venu dans une boulangerie, qui a mis le bazar. Il a été sorti par le boulanger et il est revenu armé d'un fusil. Il a un casier judiciaire long comme le bras. Il est connu pour des trafics de drogue, déjà des agressions armées auparavant, et il a donc été poursuivi. Ça a été filmé. Toute la France a vu cette vidéo. Toute la France a vu cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient devant le tribunal correctionnel et le procureur requiert 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis, c'est-à-dire la dernière partie avec tout un tas de contraintes. Et le tribunal a condamné ce personnage à 6 mois de prison ferme, avec maintien, mandat de dépôt, d'accord. C'est une désinvolture que je trouve tout à fait scandaleuse. Alors on imagine la réaction du boulanger courageux, parce qu'il faut voir la vidéo quand même, hein, il a pris des risques pour sa vie. Et il a réussi à désarmer l'agresseur. Et je constate que on a une magistrature alors qui a un laxisme, parce que oui, le laxisme existe, et je me tourne vers mes amis de gauche qui veulent pas entendre parler de ce mot. Oui, et c'est un laxisme qui est politique et idéologique. C'est-à-dire qu'on a une magistrature, hein, et toutes les études le démontrent, qui est composée de magistrats issus des couches moyennes supérieures, qui sont marqués idéologiquement par une culture de l'excuse, par une vision de la délinquance issue de l'immigration, et qui, quand il s'agit de taper, est au rendez-vous. À Nîmes, le procureur a poursuivi c'était un acharnement des Gilets jaunes, il les a fait condamner à des lourdes peines. Là, il n'y a eu aucun problème. 4 fois, et pour pas grand-chose, 4 fois ce qu'a subi la personne dont je parle. Et je me rappelle de ce procureur, j'étais à l'audience, qui avait dit plus le gilet est jaune, moins la matière est grise, et ça avait fait ricaner tous les magistrats qui étaient présents. Moi, je trouve que cette façon de considérer qu'on n'a aucun compte à rendre, de rendre des décisions au nom du peuple français, mais considérer que finalement on fait ce qu'on veut, on est autonome par rapport à ça, qu'ils soient indépendants, c'est normal, mais ils doivent être impartiaux, ils doivent être indépendants du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, mais ils ne sont pas indépendants du peuple au nom duquel ils rendent les décisions. Moi, j'ai été profondément scandalisé, moyennant quoi, toutes les études le démontrent, c'est une défiance totale, et le premier président de la Cour de cassation vient pleurnicher sur les plateaux en disant « Attention, il y a une montée du populisme judiciaire ». Mais voilà qu'il nourrit. C'était mon propre réquisitoire. Oui, mais on entend bien, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles effectivement il y a matière à réfléchir. Joseph, c'est un coup de gueule. Tout à fait, c'est un coup de gueule, parce que cette semaine, ça a été la fête du plastique, hein, j'ai presque envie de vous dire. Alors, sur des aspects positifs et négatifs. Alors, pour le côté positif, je vais remercier quand même Rima Hassan, Greta Thunberg et également l'armée israélienne, parce que si vous avez regardé un petit peu les photos quand ils ont arraisonné le bateau, ce sont des produits emballés dans du plastique et qui ont été offerts à Rima Hassan et à Greta Thunberg, des bouteilles en plastique, des produits et des sandwichs. Et des sandwichs. Et tout le monde était content, et personne n'est venu dire que le plastique posait un problème ou que ça allait, on va dire, entraîner des soucis de santé. Donc de ce point de vue-là, c'était le bon événement. Par contre, de l'autre côté, en France, le fameux sommet sur l'océan, la fameuse émission d'Emmanuel Macron, qui a quasiment pas marché, d'après ce que j'ai compris, 1 500 000 téléspectateurs, mais sur un plateau dans lequel vous n'aviez aucune contradiction, vous aviez que des militants qui étaient présents, et avec, on entendait, on va dire, vraiment des éléments complètement hallucinants. 95% des déchets qui flottent sont des produits plastiques. Ben oui, mais le plastique flotte beaucoup plus que le métal et le carton. Donc c'est normal qu'on voit que du plastique qui flotte. Enfin, on a une succession, on va dire, de raisonnements foireux. Et hier, nous avons Agnès Pannier-Runacher qui publie donc le plan plastique pour 2025-2030, dans lequel il demande de réduire notre dépendance au plastique. Et moi, ce qui me chagrine, parce que moi je représente aussi une organisation européenne avec des entreprises aussi qui sont basées en dehors de la France, en fait,
fait, on n'a pas ce genre de choses en Belgique, on n'a pas ce genre de choses en Allemagne, on n'a pas ce genre de choses en Italie. Tout le monde parle de circularité, d'augmenter le recyclage. On ne parle pas d'interdire, on n'est plus dans l'interdiction. Bruxelles n'est plus dans l'interdiction. Mario Draghi a parlé de compétitivité de l'industrie plastique, a indiqué que c'était une industrie stratégique, que c'est une industrie qui émet le moins de CO2. C'est un point extrêmement important. Et en France, on a encore, on va dire, notre ministre et également le président qui continue de jeter l'opprobre sur nos industriels. Je ne pense pas qu'il y aura de conséquences d'un point de vue réglementaire parce qu'ils ne pourront pas déroger à Bruxelles, mais c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les industriels, ils ont besoin quand même d'être soutenus quand même par leurs gouvernants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça représente 120 000 emplois en direct. On est la 3e industrie plastique européenne. Et malheureusement, ce qu'on est en train de voir, c'est que les industries aujourd'hui s'orientent maintenant vers d'autres régions que la France aujourd'hui. C'est compliqué d'arriver à discerner le vrai du faux, l'intox. Oui, on nous dit que le plastique pollue. En même temps, j'entends votre argument de dire oui, il n'y a que le plastique qui flotte. Mais, Arnaud, encore une fois, j'ai lu le livre de notre ami il y a quelques temps déjà, et je crois qu'on en a déjà discuté. Mais ce qui est très marquant, c'est que vous retrouvez les mêmes acteurs dans la critique du plastique que le nucléaire. C'est-à-dire que ce sont les mêmes ONG allemandes, pour la plupart du temps. Tout à fait. Ce sont des ONG allemandes qui, en plus, arrivent systématiquement à rentrer dans les organes de contrôle et de décision administrative, ce qui est complètement dingue. Qui font des conférences d'ailleurs, qui subventionnent des ouvrages même à l'Assemblée nationale avec des députés qui organisent des événements, on va dire, pour faire la promotion de ces ouvrages à l'Assemblée. Donc il y a à peu près une dizaine de jours, l'école de guerre économique a publié un nouveau rapport qui s'appelle La guerre informationnelle dans l'industrie plastique et composite, qui est un rapport totalement indépendant. La presse n'en parle pas et pourtant il montre clairement, on va dire, les mécanismes informationnels qui sont utilisés par les ONG pour essayer d'influencer, et en France, je dis bien, pour influencer vraiment les décisions politiques, chose qu'on n'a pas en Allemagne. Et l'Allemagne produit 2 fois plus de plastique que nous. Exactement, c'était là que je voulais en venir. C'était que, il me semble, me rappeler d'une conversation qu'on avait eue avec Loïc Le Floch-Prigent à propos du plastique. Et tu nous avais expliqué que c'est aussi un coup de l'Allemagne, parce que l'Allemagne essaye de se débarrasser de ses concurrents, et notamment la France, qui était une puissance montante, qui était la 2e ou la 3e, c'est ça. Eux sont les premiers. Et que par exemple, nous, on n'a pas le droit de recycler le plastique. On est obligé le plastique français, on est obligé y compris en France, de recycler du plastique qui vient de l'étranger, c'est ça? Alors aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de plastique recyclé en France. On est dans les derniers européens dans le recyclage. On est à 23%. Prenez la Slovaquie, qui sont à 60. La Slovaquie est à 60, l'Allemagne est à 50, l'Italie est à 50, et nous on est à 23-24. Il y a la consigne pour les bouteilles en plastique est un gros sujet. Il y a 17 pays européens qui l'ont déjà mis en place. Bruxelles va l'imposer de fait d'ici 2029. La France refuse encore de la mettre en place, alors que c'est quelque chose qui vraiment change les choses. Ça augmente vraiment le taux de collecte. Et comme l'a rappelé d'ailleurs Madame Pannier-Runacher, on paye 1,6 milliard d'euros à Bruxelles aujourd'hui, parce que vous avez une taxe qui existe sur les emballages plastiques non recyclés. Donc, moins vous recyclez, plus vous payez de taxes. Et en fait, on s'est rendu compte, et dans mon livre, au moment où j'avais écrit mon livre, on était le 2e contributeur. C'était l'Allemagne qui était devant nous, mais parce qu'elle produit 2 fois plus. Maintenant, l'Allemagne paye moins de taxes que nous, alors qu'elle produit 2 fois plus de plastique que nous. C'est effarant. C'est effarant. Et donc aujourd'hui, on est en train de nous dire, comme on n'arrive pas à recycler, on va interdire. Ça va être plus simple. On va réduire l'assiette, en fait. Voilà. Et un scandale absolu, c'est la suppression du petit panier dans les cornichons. Il y avait un petit ça va panier, changer vraiment la vie de nos tortues, ça. Il y avait un petit panier, oui, Juliette me dit, t'as qu'à prendre une pince à cornichons, en certes, bois. Mais c'était, en bois, évidemment. Mais il y avait ce petit panier qui était bien pratique pour soulever les cornichons. Il a été, il a été supprimé. On peut porter plainte, maître, contre ça. Effectivement, pour crime contre l'humanité, ça, alors je l'apprends aujourd'hui que on pourra plus se servir de cette petite merveille. Alors c'est pas interdit de manière réglementaire. C'est les industriels qui l'ont enlevé. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. En ce qui concerne les cornichons, la France a une particularité, c'est que en France, on consomme beaucoup de petits cornichons, qui sont d'ailleurs dont beaucoup viennent d'Inde, parce que dans les autres pays, ce sont des cornichons beaucoup plus gros, sans parler de ceux de Russie. Et donc, c'est avec la charcuterie française qui est naturellement la meilleure du monde. Moi, ce que je voudrais, ce que je relève,
ce que je relève, c'est l'hypocrisie allemande et notre passivité par rapport à ça. C'est quand même étonnant. Sur le nucléaire, c'est quand même fantastique, quoi. Hein. Il y a eu tout un combat contre le nucléaire et nous avons à notre frontière un des pays qui continue dans l'énergie. La part principale, c'est le charbon. Il faut quand même le faire. Et là, c'est pareil. C'est pareil, et on se laisse faire. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et le dernier coup de gueule, c'est celui d'Arnaud Stéphane, avant qu'on nous parlions donc du retour de Victor Hugo à Paris en la personne de Rima Hassan. J'ai essayé d'écrire à peu près proprement, c'est très loin de Victor Hugo. On comparer les Beach Boys à Mozart. Voilà. Coup de gueule donc. Oui, toute proportion gardée, puisque on revient en ce moment sur le débat sur la proportionnelle. C'est une vieille histoire où gauche et droite, centre, s'écharpent depuis 1958. Pour la droite, cela serait le retour à la 4e République et à son instabilité. La gauche et une partie du centre y sont favorables, car permettant une représentation des forces politiques dans toute leur diversité. Le RN, qui fut très longtemps pour, car il y voyait un moyen d'avoir des élus à l'Assemblée nationale, continue d'être pour, même si aujourd'hui le scrutin majoritaire à 2 tours lui permet quand même d'avoir un groupe très important. Car le système actuel, voulu par le général de Gaulle, était censé apporter une stabilité et revenir pour éviter de revenir à des gouvernements qui sautaient plus vite que des bouchons de champagne dans la buvette de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que 67 ans plus tard, le scrutin majoritaire à 2 tours par circonscription est devenu le réceptacle de toutes les frustrations. Le plus important péché est que lors du second tour, celui-ci serait devenu un théâtre de petits arrangements et le moyen de maintenir un système politique et économique minoritaire chez les Français. Évidemment, je résume parce que j'ai très peu de temps pour parler de ce thème. Or, il y a une piste qui pourrait être gardée, puisqu'elle garde l'attachement à la circonscription et elle garantit la représentativité des différents partis. C'est celui en fonction en Grande-Bretagne. C'est le scrutin uninominal à 1 tour. Grosso modo, celui qui est arrivé en tête gagne le siège. C'est assez simple, ça fonctionne très bien en Angleterre depuis très longtemps, personne n'est trop frustré, c'est le moyen aussi d'empêcher les magouilles entre les 2 tours. Et visiblement, le bloc central n'est pas très chaud pour ce moyen de vote. Le centrisme notamment risquerait, avec ce système d'uninominal à 1 tour, de la disparition pure et simple. Au risque d'attendre longtemps un système juste qui garantirait l'implantation locale, la démocratie s'en remettra-t-elle ? On rappelle que l'argument qui a été donné hier à l'Assemblée nationale était de dire attention, si vous faites un scrutin avec ce nouveau système, c'est-à-dire avec la proportionnelle, on reviendra avec le système de 88 ou un système qui serait par région, par département, ça donnerait trop de pouvoir aux extrêmes et le bloc central disparaîtrait. C'était l'argument du président du groupe, l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Je trouve que l'objectif, c'est l'efficacité. Or, aujourd'hui, est-ce que le système majoritaire à 2 tours permet de garantir une stabilité ? On voit que non, en vérité. Non. On voit que non, parce qu'aujourd'hui, ça fait la 2e législature où il n'y a pas de majorité. Oui, l'objectif, c'est pas forcément l'efficacité. Je pense que c'est la juste représentation des citoyens et des territoires, en l'occurrence. Et là, moi, c'est pour ça que je suis très attaché, et nous sommes très attachés à Nouvelle Énergie, au mode de scrutin actuel. C'est parce que ça permet à chaque territoire d'être représenté. Du moment que vous passez la proportionnelle, vous aurez des circonscriptions actuelles entières qui ne seront plus représentées, qui n'auront plus de députés. Et c'est quand même extrêmement regrettable. C'est un peu la prime aux apparatchiks et ça va effacer beaucoup de territoires de la carte. Et je pense que dans un moment où on a tant besoin de représentativité, c'est un sujet. Je trouve que votre idée sur un tour est intéressante, avec un seul bémol. Ça empêcherait certaines nuances un peu minoritaires d'aller au premier tour, parce que forcément... ça favorise la logique d'alliance. Mais c'est un point négatif, mais c'est vrai que le système anglais a aussi ses vertus. Oui, Régis, un mot sur ce... Alors, le système anglais est une catastrophe démocratique, désaccord total. Je pense que l'uninominal à 2 tours a ce mérite de transformer une majorité relative en majorité absolue qui permet de gouverner.
C'est un système qui effectivement présente cette caractéristique, alors que le problème, le problème de la proportionnelle, d'abord, c'est au sein des partis. Alors, il n'y a plus de partis de masse, il n'y a plus de partis avec comment dire, une approche idéologique et des projets. Ce sont plutôt des syndicats d'intérêt. Donc, moi, personnellement, alors, un système qui met un peu de proportionnel, comme ça se passe par exemple en Allemagne, pourquoi pas. Mais là, on est en France. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'apporterait une proportionnelle de différent de ce qu'a apporté le résultat des élections de 2024. Toutes les sensibilités sont représentées à des hauteurs diverses. Le problème qui s'est produit, c'est très simple. C'est-à-dire que au premier tour, le RN avait 34% des voix, donc effet d'entraînement, et il devait s'approcher ou avoir la majorité, il aurait pu passer des alliances. C'est la décision essentiellement de Jean-Luc Mélenchon et d'autres de faire le NFP, qui est une espèce d'alliance contre nature. Alors c'était pour ne pas laisser rentrer les nazis qui mangent les petits-enfants au Parlement, je veux bien. Le problème, c'est que on a eu une espèce d'alliance bizarre, et qui fait que ça a débouché sur un peu une catastrophe politique. Bon, il n'y a qu'à redissoudre et puis on y retourne. Le système britannique, c'est quoi ? Le système britannique, c'est un système, Monsieur Starmer, il doit royalement faire 25-26% des voix, et il a 80% des députés. Qu'est-ce que c'est ? Le premier arrivé gagne, donc il arrive en tête parce qu'il s'est un peu morcelé et qu'il y a 4-5 candidats, il arrive avec 21%, 22, 23, et c'est lui qui devient le parlementaire. Non, ça c'est un système qui est totalement injuste. Alors les Britanniques l'ont depuis longtemps, ils ont une reine aussi. Ils ont un roi, pardon, faut que je me mette à jour. Ils ont un roi aussi, c'est pas du tout Régis, il n'est pas transposable. Transposable. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais j'ai deux ou trois remarques à vous faire. Le système majoritaire en France, il ne fonctionne que pour 2 scrutins. C'est pour les législatives et pour la présidentielle. D'accord ? Mais c'est facile. Il y a Conseil général aussi. Attends. Non. Et si. Et il se trouve que pour les municipales, pour les régionales, pour les européennes, c'est le système, c'est l'autre système oui, les départementales, c'est vrai, mais ça a changé plusieurs fois. Malheureusement, avec le binôme, maintenant, c'est moins exactement. clair. Ça a changé plusieurs fois de système. En ce qui concerne le fait d'être relié à une circonscription, etc. Je suis pas totalement d'accord, parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a empêché d'être maire et d'être député, le lien entre la circonscription et l'élu est extrêmement ténu en vérité, puisqu'il n'a plus d'attache, il n'a quasiment plus d'attache territoriale. Donc c'est un vrai problème. Et ensuite, concernant l'Angleterre, où arriver en tête, ça serait pas bien. Mais en France, on arrive à un autre système avec ça. C'est-à-dire que celui qui est arrivé très loin, deuxième, quelquefois, par le jeu, par exemple, du Front républicain voulu par Monsieur Attal, se retrouve député alors qu'il avait fait 24% au premier tour. Donc je veux dire, les gens dans la circonscription lui avaient donné royalement 24%, 45 ou 49% pour, par exemple, dans 300 circonscriptions pour les candidats du Rassemblement national, ouais. et ils perdent la circonscription au profit d'un mec qui a fait 24% au premier tour. Allez. Je suis pas sûr que ça soit très juste. Le plus simple, c'est gagner le système actuel. On va se retrouver dans un instant. On a notre gagnant, c'est Guy de Toulon. Guy qui a gagné ce bracelet magnifique de la marque Le Vent à la Française. Un bracelet fabriqué en France qui vous est offert par Sud Radio et la marque Le Vent à la Française. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler des frappes hier en Iran. Rima Hassan, on va en parler, on va en dire quelques mots, mais c'est aussi faire de la pub à un mouvement, à une intervention ridicule et grotesque qui n'est fait que pour le buzz et la com. Donc on pourra en parler pour dire peut-être
certaines choses à ce sujet, mais quand même, ce qui s'est passé cette nuit est tout à fait intéressant, puisqu'Israël a bombardé plusieurs sites iraniens. Il a tué des chefs militaires et des scientifiques nucléaires. Plusieurs sites ont été visés. Alors, c'est vrai que Donald Trump avait donné 60 jours à l'Iran pour se mettre en règle. On est au 61e jour. La France a réagi sans condamner cette intervention. Et il y a un conseil de défense qui est en train de se tenir ce matin. Romain Marcilly. On s'y attendait, en fait, pour 3 raisons. La première, comme vous l'avez dit, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle de 2 mois de négociations souhaitées par Donald Trump, qui a fait un discours très fort à Riyad où il exprimait sa volonté de paix. Mais pour faire la paix, il faut être 2. Donc on savait que quelque chose allait se passer d'ici cette fin de semaine. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu cette semaine, alors on n'en a pas beaucoup parlé dans l'actualité française, mais il y a eu un rapport absolument alarmant, le premier d'ailleurs depuis 20 ans à ce point-là, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'AIEA, qui a dit clairement que l'Iran ne respectait absolument pas ses obligations, et l'Iran était en train de construire un programme nucléaire avec de l'uranium enrichi à plus de 60%. Donc là aussi, il ne faut pas oublier que l'Iran constitue une menace existentielle pour Israël, et l'Iran avec les bombes atomiques encore plus. Donc il était logique que Israël réponde assez vite. Ça n'a pas attendu plus de 48 heures. Et le troisième point, c'est que l'Iran avait jusqu'à présent une défense très efficace, mais par intermédiaire, par des proxys. Et ils étaient 3, le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Or, les 3 sont en grande difficulté, pour des raisons très différentes, mais elles sont en grande difficulté. Donc l'Iran ne peut plus se reposer sur ses intermédiaires. Le principal allié de l'Iran, la Russie, est embourbé dans le conflit en Ukraine, donc agit assez peu. Et puis, n'oublions pas que c'est un régime qui reste tout de même très contesté, le régime des Mollahs, liberticide, totalitaire, qui reste très contesté de l'intérieur. Donc, pour ces 3 raisons, on va dire il y avait une opportunité, c'était le moment idéal pour qu'il y ait ce genre d'attaque. Donc, on est assez peu surpris. Et bien sûr, quand c'est comme ça, on pense personne ne regrettera le régime des Mollahs s'il devait disparaître, absolument personne. Enfin, en tout cas, pas. Non. Je pense pas autour de ce plateau. On a une pensée quand même pour les populations, qu'elles soient en Iran ou en Israël, les populations civiles qui vont trinquer. Et on a aussi une pensée, bien sûr, pour les 2 otages français en Iran. Bien sûr. Voilà, Madame Kohler et Monsieur Paris. Donc voilà, ces 2 chercheurs-là, donc on pense aussi à eux parce que forcément ils risquent d'avoir de grandes difficultés. Accusés d'espionnage et enfermés depuis. Tout à fait. Depuis 3 ans. Qu'est-ce que Joseph Taille fait cette attaque d'Israël, et on précise que l'Iran a annoncé envoyer plusieurs centaines de drones sur Israël. Tout à fait. Alors moi je pense qu'il faudrait décerner à Trump le prix Nobel de la guerre, parce qu'il cherchait à vouloir, on va dire, être connu pour la paix, mais depuis qu'il est quand même présent, on va dire, on sent quand même que la diplomatie mondiale est en ébullition. On n'a pas de succès au niveau de la Russie et de l'Ukraine. On a aujourd'hui, on va dire, un conflit qui commence et peut-être qui peut s'aggraver au niveau dans le Moyen-Orient. Les implications sont quand même pas neutres. On a quand même le prix du baril qui recommence à monter. Ça peut aussi, on va dire, servir certains intérêts, vu qu'aujourd'hui le prix du pétrole était quand même assez bas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand même qu'on était quand même, c'est vrai, et vous avez raison, c'est qu'effectivement l'Iran avait été averti. Il y avait eu effectivement des annonces qui avaient été faites, mais quand même, on était dans une discussion et une négociation. Et en fait, on a un peu l'impression que, comme pour la Russie, quand l'Ukraine a envoyé, on va dire, une attaque sur, on va dire, loin sur les terres russes, on a un peu l'impression que pendant que certains discutent avec les Américains, en fin de compte, entre-temps, les Américains soutiennent parfois, on va dire, parce que je peux pas croire que les Américains n'étaient pas au courant, on n'est pas soutenus. Ils étaient au courant. Une attaque ailleurs. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et c'est effectivement, les conséquences peuvent être quand même effectivement très très fâcheuses. Surtout qu'effectivement, il y a encore des Français qui sont retenus en otage là-bas. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Israël, en menant cette frappe, a réitéré ce qu'ils avaient déjà fait avec le Hezbollah. C'est-à-dire qu'ils font une stratégie par élimination et décapitation. Voilà quel est le terme exactement qui a été utilisé d'ailleurs dans le Figaro ce matin, très bon papier, sur la stratégie de décapitation du système. On fait des frappes où on touche les hommes clés du régime. C'est-à-dire c'est le patron des gardiens de la révolution qui a été éliminé.
on rappelle que c'est la milice qui est aussi puissante, voire plus puissante que l'armée iranienne, et qui permet au régime, et particulièrement au gardien, comment s'appelle-t-il, qui n'est pas le président de la République, mais qui est le guide suprême, en vérité, d'avoir le véritable pouvoir. Deuxièmement, la deuxième personne marquante qui a été ciblée, c'est le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire celui qui fait le plan d'organisation de l'armée iranienne. Et puis après, 2 scientifiques de très haut niveau qui étaient chargés du programme nucléaire. Mais c'est aussi un message très clair. C'est-à-dire que nous sommes capables de savoir où sont vos responsables. Donc le prochain qu'on peut taper, c'est peut-être carrément le guide suprême. C'est peut-être le président de la République iranienne. Et on se rappelle lui, ils vont pas le taper parce qu'il a aucun pouvoir. En fait, il n'a pas grand-chose. Il n'a pas de pouvoir, mais ça peut, symboliquement. Oui. Et puis surtout, on se rappelle que c'est en Iran que le chef du Hamas avait été victime d'un attentat qui l'avait éliminé, puisqu'il y avait directement en Iran, alors qu'il était sous protection des gardiens de la Révolution, qu'il avait été éliminé. Vous lire cette information, Tsahal a mobilisé 200 avions, décapité la direction militaire. Les Israéliens sont même allés jusqu'à frapper la chambre à coucher de l'une de leurs cibles à Téhéran cette nuit. Le Mossad a des taupes jusque dans les plus hauts niveaux du gouvernement et des services secrets iraniens, comme l'opération des beepers au Liban. Donc on a le portrait des 6 dirigeants qui ont été exécutés, dont des responsables effectivement du programme militaire. Et l'Iran, Téhéran estime que l'attaque israélienne est une déclaration de guerre dans une lettre adressée à l'ONU. Ils n'ont pas de frontières communes, donc ça sera une guerre qui va forcément passer par les espaces aériens d'autres pays. On a vu par exemple que déjà la Jordanie, l'Irak ou la Jordanie s'était plaint d'avoir des appareils qui avaient ou des appareils, on va dire ça aussi pour les drones, qui avaient survolé son territoire. Et il rappelait qu'il refusait que son territoire ne soit survolé par des objets quels qu'ils soient. Régis ? Alors, moi, dans les analyses à chaud, c'est le cas de le dire, d'aujourd'hui, moi, j'invite à la prudence. Bon, donc, Israël, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je la rappelle, est, à mon avis, dans une fuite en avant. Donc, il faut faire assez attention à dresser des plans sur la comète et à se dire que c'était ce qu'il fallait faire par rapport au fait que l'Iran allait se doter de l'arme nucléaire. Quel est l'objectif de cette attaque? Est-ce que c'est d'annihiler les compétences, enfin pas les compétences, les capacités nucléaires iraniennes qui sont enterrées dans des montagnes, etc. Ça me semble effectivement hasardeux. Non, je crois qu'il y a un objectif plus important, mais comme d'habitude, c'est celui d'essayer de renverser le régime des mollahs. Et ça, je suis désolé, ça ne marche pas. Dans toute l'histoire des guerres, quand on a pensé par des bombardements, la Deuxième Guerre mondiale est là pour ça, toute cette stratégie que Israël ne peut mener que parce qu'il est soutenu par les États-Unis. Alors, je crois que effectivement Donald Trump joue un petit jeu pour dire je n'étais pas au courant. Bon, c'était impossible de mener cette opération sans le soutien américain, évidemment. Donc, je pense que cet objectif, il ne peut pas être atteint. Et je vais rappeler aussi... Pardon Régis, c'est pas ce que disaient certains spécialistes du Moyen-Orient et de l'Iran en particulier, en expliquant qu'il y avait quand même une opposition aujourd'hui qui était tout à fait à même de reprendre le pouvoir et d'éliminer... Absolument, Valérie. Ils sont pas en Iran. Exactement comment... Non, mais exactement. Exactement. Le Hezbollah a été décapité, comme nous l'avait expliqué Bruno Le Maire, on allait mettre l'économie russe à genoux et on allait faire changer. Rappelez-vous tout ce qu'on a entendu en 2022. Bravo, il n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Et je rappelle une chose concernant l'Iran, c'est que c'est une partie qui se joue... Alors, la Russie embourbée, je veux bien. La Russie, elle maîtrise son processus, elle fait une guerre qu'on n'avait pas imaginé, une guerre d'attrition, une guerre d'usure avec succès. La Russie n'a rien gagné pour l'instant. Ça fait combien de temps qu'ils... ils ont gagné, mais ce que je veux dire, c'est que... Attendez, oui, mais il faut... Je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe un peu ailleurs et ce qu'on dit ailleurs. L'Iran est un élément clé
de l'alliance, parce que c'est une alliance Russie-Chine. Les Chinois, on les a pas entendus là. Les Chinois, c'est très important. Je termine. Ils veulent, les Chinois, ils ont leur fameuse voie de communication, les routes, etc. Les nouvelles routes de la soie. Les Russes ont passé un accord extrêmement important. J'ai passé du temps à le lire au mois de janvier, qui est une alliance à grande dimension militaire. Donc je pense que tout ça, c'est un conflit que je considère comme mondial qui se déroule. Donc je crois qu'il ne faut pas s'imaginer, se faire des illusions en pensant que ça va régler quelque chose et que on va se retrouver avec un régime pro-occidental en Iran et que si ce régime ne change pas, on va réussir à l'empêcher d'être une puissance régionale avec une des armées les plus puissantes de la zone. Faut arrêter de se raconter des histoires. Mais personne ne raconte des histoires. On raconte pas d'histoire, on dit simplement que le système de décapitation... Zelensky devait envahir Moscou dans la demi-heure. Général Yakovlev est venu sur tous les plateaux. Non, moi je crois qu'il faut être extrêmement prudent et réaliste. Le système de décapitation, ça a très bien marqué pour le Hezbollah, ça a très bien marqué pour le Hamas. Ils se sont retrouvés avec des chefs et une ligne de commandement et une organisation de commandement qui avait perdu ses principaux leaders. Évidemment que ça a mis un fouillis dans l'organisation. Qu'est-ce que vous en savez? On sait que sur le Hezbollah, on sait très bien sur le Hezbollah. Qu'est-ce que vous racontez? L'impact que ça a eu sur la suite du conflit. Alors, je vais vous le dire pourquoi. Dans un an, je vais vous le dire pourquoi. Parce que le Hezbollah, dans 10 ans, on sera encore dans ce conflit. Les chefs du Hezbollah, quand ils ont été frappés, avaient une particularité. C'est qu'ils ont été frappés dans des sites où ils avaient leur cash. Or, la force du Hezbollah, c'était d'avoir du cash, énormément de cash en dollars, pour permettre de faire tourner l'économie. Si vous permettez, parce que je sais que vous faites des tunnels, voilà, mais je vais juste vous dire un truc, ils ont été frappés là où il y avait du cash. Et donc, quand ils ont tapé les chefs, ils ont en plus fait disparaître les ressources financières. Ce qui fait que le Hezbollah, qui avait une puissance qui faisait tenir une partie de la société libanaise en payant, en remplaçant l'État qui était défectueux, notamment sur toutes les questions sociales, en plus ont perdu leur pouvoir d'influence sur la population et ils ont perdu ce qu'ils avaient gagné lors de la précédente guerre entre Israël et le Liban, c'est-à-dire une sorte de légende sur leur invincibilité. On se souvient que l'armée israélienne avait eu beaucoup de mal à combattre les combattants du Hezbollah. Tout ça, c'est fini. Puisqu'ils ont perdu leur chef et ils ont perdu leurs moyens. Est-ce que vous en savez que c'est fini? D'accord. On verra, on va pas faire de prospective. Ils sont au top en ce moment, ça se passe très très bien. En tout cas, Israël a éliminé 6 des plus importants dirigeants aujourd'hui militaires d'Iran, dont le plus grand spécialiste du nucléaire, absolument. Et la Chine s'est exprimée. La Chine s'est dite prête à jouer un rôle constructif, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, pour apaiser la situation. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup de prudence de part et d'autre. Il faut être prudent, il faut se faire avec beaucoup d'attention, mais encore une fois, puisque tout est si complexe, effectivement, il faut être prudent. N'oublions pas aussi le rôle qu'ont vont jouer ou profiter les pays sunnites. L'Arabie Saoudite est très attentive aussi à l'évolution de la situation. Donc bien sûr, c'est très complexe. Je crois que personne ne dit que ça va être réglé en 2 jours et qu'il y aura une démocratie et que dimanche il y aura des élections démocratiques en Iran. C'est un très grand pays, l'Iran. Voilà, c'est 60 millions d'habitants. L'Iran, c'est un très grand pays, c'est une très grande civilisation. 90 maintenant. Très grande civilisation, très grand peuple, et qui, on l'espère, retrouvera la démocratie. Je pense que c'est la première chose qu'il faut dire. Ça va pas il n'y aura pas d'élection dimanche prochain, ça c'est sûr. Mais que ce grand peuple puisse de nouveau être libre. Bon, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Rima Hassan est de retour, accueillie telle une héroïne hier par Jean-Luc Mélenchon. Écoutez Rima Hassan, écoutez Jean-Luc Mélenchon qui parle de cette admirable femme à qui il voudrait que toutes les jeunes femmes rêvent de ressembler quand elles seront grandes. Tous ceux que vous avez entendu parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Rappelez-vous de leur nom. Regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là,
c'est que tout le temps, ils sont prêts à vous mentir. Voilà, ça fait partie des discours de Jean-Luc Mélenchon hier. Il y a même des listes de journalistes qui ont été faites sur X de ceux qui avaient moqué Rima Hassan. On peut écouter aussi un autre son sur le kidnapping de Rima Hassan. Après nous avoir littéralement kidnappé à 2h du matin, pointé des armes dessus et avoir fait ce qui a été fait cette nuit-là. Donc c'est quand même important pour nous de dénoncer la propagande aussi israélienne qui a été faite pendant nous étions empêchés de communiquer. Donc c'est très très important de le dénoncer. Mais quelle indignité. On pense à Boualem Samsal, on pense à ces 2 chercheurs iraniens emprisonnés français emprisonnés en Iran depuis plus de 3 ans. Kidnapping, on lui a demandé de rentrer chez elle. Alors oui, je vais dans votre sens, mais ils sont justes. Oui, il y a une indignité, mais il y a aussi une indignité de ceux qui rendent invisible ou qui ne parlent pas assez de ce qui se passe à Gaza, qui est une tragédie. Mais c'est pas la question. Non, je sais bien. C'est pour ça que je vais revenir sur ce que dit Rima Hassan. Là, on parle de Rima Hassan. Effectivement, Rima Hassan, c'est un épiphénomène, c'est une formidable communicante, puisque de fait, on parle d'elle. Donc, c'est que son objectif est atteint. C'est une très bonne communicante, comme Greta Thunberg est une excellente communicante. Elle utilise des méthodes activistes, en poussant les curseurs au maximum, de manière à faire parler, à créer du clash, à cliver, et ça marche. Et en cela, elle se comporte davantage comme une activiste que comme une femme politique. Mais bon, elle a peut-être saisi les codes médiatiques aujourd'hui. Oui, il y a de l'indécence effectivement dans les images qu'on a pu voir de cette traversée en bateau, avec tous les nombreux selfies, avec cette espèce de mise en scène, quand on voit l'état dans lequel est la population de Gaza, qui crèvent la faim, qui crèvent sous les bombes. Effectivement, de voir des gens dans une croisière dans la Méditerranée, même si le mot croisière, je vois qu'il a été particulièrement vilipendé par Jean-Luc Mélenchon, de fait, vu la communication qu'il y avait, ça pouvait sembler une croisière. Très bien, ça c'est indécent. Mais il ne faut pas que derrière Rima Hassan et l'arbre de son indécence, on oublie quand même ce qui se passe la tragédie qui est en train de se dérouler à Gaza. Je pense que ce sont 2 sujets très différents. C'est 2 sujets complètement différents. Il y a une aide. Alors il y a aussi un discours de désinformation sur une aide qui est apportée aussi aux Palestiniens, qui est détournée par le Hamas, qui demande en priorité à ce qu'on leur donne à eux la nourriture. Donc il y a tout un tas de choses totalement fausses. Il y a l'histoire de l'arrestation dans les eaux territoriales qui est également fausse. Donc ce ridicule bateau avec quelques sacs de farine, enfin c'est absolument invraisemblable. C'est une guerre de communication. On a eu la gentillesse de parler de communication. Je vais parler chiffon de 2 secondes avec vous. Évidemment que c'est une guerre de communication. On utilise évidemment le fond de cette guerre comme un prétexte. Il y a une guerre, il y a une population qui souffre, mais on oublie qu'elle souffre aussi parce qu'elle est sous le joug du Hamas. Il faudra quand même pas oublier de le répéter. Si le Hamas avait rendu les armes, il y aurait plus de bombardements. Et ils avaient rendu les otages, il y aurait plus de bombardements. Et qu'on va utiliser ce prétexte pour mener une opération de communication avec un voilier en utilisant tous les codes des influenceurs. C'est-à-dire des personnalités connues sur un bateau, c'est un espèce de loft flottant, qui vont communiquer chacun, reprenant la communication de l'autre. On va créer du buzz autour de ça, et on va créer un narratif en France en disant, regardez ces bateaux qui arrivent, et qui vont arriver dans les eaux territoriales de Gaza, n'importe quoi. Voilà. Bon, bref. L'armée israélienne les intercepte, les traite quand même assez correctement, et en plus eux-mêmes filment, c'est-à-dire qu'on est tout d'un coup dans une contre-propagande. On voit ces gens dans le bateau avec des gilets en plastique de sauvetage qui sont sur le bateau, à qui on donne de la nourriture. Évidemment, on filme le fait qu'on leur donne de la nourriture et des bouteilles d'eau pour leur montrer qu'on est gentil, évidemment. Et donc de l'autre côté, on va s'hyper victimiser. C'est-à-dire, nous avons été victimes d'un kidnapping. Non, ils ont été arraisonnés. C'est pas un kidnapping. On a voulu leur mettre dans un avion, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu être remis dans un avion. Ils ont été mis 48 heures en surveillance et on les a renvoyés en France. Vous noterez aussi que Greta Thunberg, quand elle arrive à l'aéroport en France, met les mains dans le dos pour faire croire qu'elle est menottée à l'arrivée en France. Et on rappelle que l'opération de la flottille est parrainée par... C'est pas la première fois que c'est cette flottille, hein. C'est pas la première fois qu'il y a cette flottille. Non, c'est pas la première fois, mais c'est Zaher Biraoui qui est un proche du Hamas, qui a été photographié plusieurs fois. Et des frères musulmans turcs. Donc voilà.
et des frères musulmans turcs. Il ne faut pas oublier quand même que la dernière fois il y avait une flottille, il y avait déjà eu des incidents. Et d'ailleurs, la Turquie était montée très fort dans les tours avec Israël, puisque là, en revanche, là, les Israéliens avaient, je crois, tiré sur une partie de la flottille qui avait violé l'interdiction d'avancer. Régis, c'est un point de vue différent. La bataille médiatique, c'est une guerre médiatique au point que William Goldnadel, qui est ce qu'il est, a dit Israël a perdu la bataille médiatique, pas sur cette affaire. Donc c'est un champ sur lequel les gens interviennent. En Ukraine, on a avec Zelensky quelqu'un qui est toujours sur le terrain de la guerre médiatique. Alors là, en l'occurrence, il y a eu une opération qui a été montée, qui a eu un écho puisque c'était ce qui était souhaité. Société du spectacle, c'est pas ma tasse de thé, ça c'est clair. Mais la question là ce matin qu'on devait se poser, me semble-t-il, c'était à ce retour, parce que Rima Hassan, elle prend ses responsabilités, elle va faire son truc. Effectivement, la lumière de la Méditerranée, tout ça, la croisière s'amuse, fallait s'y attendre. Mais je pense que ce sera globalement, pour ce qui concerne sa cause, positif. Mais c'est la réaction d'LFI. C'est les délires de Mélenchon qui posent un problème. Ce sont les délires quand il vient parler de Mandela, quand il dit elle est sacrée, c'est-elle la République. Non mais la question de Gaza ne se limite pas à LFI. Certes, si on prend un peu de hauteur et on voit ça sans le prisme franco-français, la question de Gaza ne se limite pas aux excès de LFI ni à LFI. Ce sont des gens qui en profitent politiquement, qui font de la com dessus. Oui, non mais attendez. Vu qu'on parle de politique aujourd'hui, je sais bien, mais qui n'a rien, on va dire, à la crise à Gaza, bien sûr. Mais est-ce que ça sert Gaza? Est-ce que ça sert Gaza? Bien sûr que non. Est-ce que ça sert Gaza? On a l'impression. Attendez, laissez terminer, pardon, Régis. Ça ne sert pas à Gaza. Non, mais je pense que ils se disqualifient et ils sont en train de disqualifier cette opération médiatique qui avait sûrement joué son rôle. Mais surtout, moi, ça m'interpelle où en est Jean-Luc Mélenchon, où en est ce parti. Quel discours il tient, son clientélisme, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est grotesque, ces espèces de... Non, c'est une stratégie de communication qui est très au point. Je fais de la communication contre les médias en utilisant d'autres médias ou à travers les médias et je touche mon public, c'est-à-dire vous regardez ce que je suis le seul à défendre ce qui vous est cher, le clientélisme que vous dénoncez, mais au contraire, c'est très habile. Il utilise à la fois les contre-médias et il utilise les médias contre eux-mêmes. Je trouve que c'est assez bien joué, c'est grotesque. Ça ne touchera que son public et ça met à dos le reste du public. Mais ça remobilise son socle et il en a besoin très vite parce qu'il va falloir faire du rapport de force avec les autres organisations de gauche. Et ça n'aide pas ce qui se passe à Gaza, ça n'aide pas les Gazaouis. C'est la saison 2 du Loft qui va arriver parce qu'il y a un nouveau bateau qui va partir. Et ça ils ont annoncé d'autres bateaux. La saison 2. Merci à tous les quatre, très bon week-end, à lundi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.